bonsoir à tous et merci au laboratoire Bausch & Lomb pour leur confiance et leur invitation. Je vais effectivement centrer mon exposé sur l'architecture des incisions en commençant par cette diapositive un peu historique qui vous démontre que la miniaturisation des incisions est un fait historique et qu'on est passé en quelques dizaines d'années d'incisions de 10 à 12 mm à maintenant des incisions de 1,8 voire 1,5 mm dans le cadre de la BIMX. Pourquoi réduire sa taille d'incision, outre le fait que ça va dans le sens de l'histoire et outre le fait que c'est beaucoup moins traumatisant pour vos yeux, ça n'a échappé à personne que la cataracte est entrée dans l'ère de la chirurgie réfractive et qu'à l'heure où nos implants sont désormais asphériques, il convient que les conséquences de nos incisions soient minimes en termes d'astigmatisme bien sûr, mais également en termes d'aberration optique. Alors, pourquoi me direz-vous, alors qu'on parle de mini-incision, on reparle d'architecture des incisions? Le fait principal, c'est que la réduction de la taille de ces incisions n'a pas été synonyme d'une amélioration de l'auto-étanchéité. Ce pourquoi? Parce que si vous réduisez la taille de vos incisions, évidemment que la marge dans cette construction diminue également. Le deuxième fait, c'est que lorsque vous avez une petite incision, vous avez une augmentation des tensions, des stretchings et un risque de déformation accru par cette incision. On doit tous garder à l'esprit, lorsqu'on fait des incisions en cornée claire, ce cercle vicieux en cas d'architecture inadaptée, inadéquate. Cette architecture inadaptée va créer une instabilité de votre incision post-opératoire, source de fuite, source elle-même d'hypotonie oculaire. Vous voyez que dans une étude, un œil sur 5 avait une tension oculaire inférieure à 5 mm une demi-heure après la chirurgie de la cataracte. Et la conséquence la plus dommageable est que cette hypotonie va favoriser un flux, un gradient rétrograde, c'est-à-dire que des éléments extérieurs à l'œil vont pouvoir rentrer dans cet œil. Ça a été prouvé à partir d'études d'encre indienne. Et ce fait est dramatique puisque c'est un facteur de risque principal de l'endophtalmie. Et vous savez que l'incision en cornée claire est régulièrement incriminée comme facteur de risque accru de l'endophtalmie. Alors, comment éviter ce cercle vicieux? Lorsque vous créez votre incision en cornée claire, il faut distinguer deux temps. D'abord, celui de la construction. Et il est clairement maintenant admis que des incisions de type carré ou trapézoïdal sont plus résistantes que les incisions de type rectangulaire. Deuxième chose, c'est qu'une incision un peu construite en plusieurs plans va avoir une stabilité post-opératoire supérieure à une incision directe. Mais lorsque vous avez réalisé cette incision, vous n'avez pas tout fait et il faut respecter votre incision pendant toute la phase de la chirurgie en évitant brûlure, en utilisant des instruments adaptés à la taille de cette incision et en injectant des implants également à la taille de cette micro-incision. En fin d'intervention, il faudra parfaitement vérifier l'incision et réaliser ce qu'on appelle une hydrosuture qui va favoriser l'auto-étanchéité. Alors, voyons un peu la transition en passant de 3 à 1,8 mm et pourquoi finalement on parle d'incision carrée. En fait, l'incision carrée, bien que plus résistante, n'était pas possible lorsque vous réalisiez une incision de 3 mm puisque vous auriez eu un tunnel de 3 mm et 3 mm sur 3 mm, vous auriez des plis de cornée, la visibilité aurait été désastreuse. Par contre, lorsque vous passez une incision de 1,8 mm, il ne faut pas garder ces mêmes proportions. Si vous gardez ces mêmes proportions, on va obtenir un tunnel qui devient cette fois insuffisant. La moitié d'1,8, c'est 0,9 mm, source de fuite, et vous entrez dans le cercle vicieux que je vous ai présenté préalablement. L'autre particularité de ces micro-incisions, c'est que, je vous l'ai dit en préambule, il y a plus de risque de distorsion. Votre incision va plus peiner lorsque vous entrez les incisions ou le phaco-émulsificateur. Et donc, les charnières vont être beaucoup plus sollicitées. Et pour contrer cela, je vous incite, lorsque vous réalisez votre incision, de la faire dans un plan un petit peu plus profond, ce qui va vous permettre d'avoir un toit supérieur plus épais, plus résistant aux différents risques de stretching. Alors la micro-incision cornéenne le tunnel de cette micro-incision a des buts qui s'opposent un petit peu. Lorsque votre incision est peu tunnelisée, finalement, la chirurgie risque d'être facilitée. Les entrées-sorties de vos instruments vont être également faciles. Vous allez avoir une bonne visualisation de votre cataracte. Par contre, vous risquez d'avoir des difficultés d'auto-étanchéité en fin d'intervention avec un risque d'hernie de l'iris. Si vous tunnelisez
trop cette fois votre incision, vous allez perdre en maniabilité. L'introduction notamment du phaco-émulsificateur va être difficile. Vous risquez d'avoir des plis cornéens, une mauvaise visibilité. Par contre, la stabilité post-opératoire sera améliorée. Je pense qu'il faut retenir, c'est que la longueur du tunnel minimale à conserver doit être de 1,8 mm et que la forme trapézoïdale qui permet d'augmenter un petit peu la manœuvrabilité de vos instruments me paraît parfaitement adaptée. L'autre chose, lorsque vous passez en CMYX, en micro-incision, c'est de bien connaître les instruments et d'utiliser des instruments adaptés. Là, un instrument développé par Bausch & Lomb avec des traits de repère, et il faut utiliser ces traits pour avoir un geste le plus reproductible possible en connaissant bien à quoi correspondent, à quelle longueur correspondent ces repères. Le premier, vous voyez ici, est d'1,6 mm, le deuxième d'1,8 mm, et ces couteaux sont parfaitement adaptés à la réalisation d'incisions de type trapézoïdal. Je déconseille l'utilisation de ce type de couteaux qui coupent sur les deux faces, qui sont angulés sur les deux faces et qui risquent de provoquer des déchirures, notamment du lambeau superficiel. Et donc utiliser des couteaux uniquement coupant sur une seule face. Alors, souvent, un film vaut mieux qu'un long discours. Et je vais vous présenter le film qu'on a réalisé avec l'équipe de Bausch & Lomb. Dès que l'on travaille en micro-incision, il est indispensable d'apporter le plus grand soin à la réalisation de l'incision, puis à la préservation de son architecture, afin de ne pas compromettre l'obtention d'une étanchéité intraoculaire en fin d'intervention. La micro-incision est réalisée en cornée claire, au limbe de préférence. La limite des vaisseaux limbiques est souvent un bon repère et un petit saignement péri-incisionnel signe une bonne localisation. Une pré-incision verticale peut être réalisée dans un premier temps. Le couteau est ensuite inséré dans le lit de la pré-incision de manière parallèle au plan irien et afin d'obtenir un tunnel incisionnel d'environ 1,8 mm. On obtient ainsi une incision de type carré, c'est-à-dire aussi longue que large, reconnue comme étant la forme géométrique la plus résistante. Le maintien du globe oculaire au limbe opposé à l'incision permet d'exercer une contre-pression utile à la parfaite maîtrise du geste. La pré-incision, de manière certes un peu théorique, est censée assurer l'étanchéité en cas d'hypotonie, alors que la partie tunnelisée sera efficace en cas d'œil tone ou hypertone. Une bonne incision en CMYX, c'est également le choix d'un couteau adapté. Une forme de type trapézoïdal facilite la mobilité des instruments au travers de la micro-incision. Dans ma pratique, j'utilise un couteau trapézoïdal précalibré à 1,6 et 1,8 mm. J'utilise des repères visibles sur les couteaux, ce qui facilite la reproductibilité du geste opératoire. Après avoir réalisé l'incision, on s'efforcera d'en respecter l'architecture tout au long de la chirurgie en réduisant les contraintes mécaniques. Cela passe en premier lieu par l'utilisation d'instruments adaptés à la taille de l'incision et dans un deuxième temps par le maintien de ces instruments et de la pièce à main phaco autant que faire se peut dans l'axe de l'incision. En conclusion, on pourrait énoncer 5 commandements pour le passage à la micro-incision. 1. Tu auras une parfaite compréhension de l'architecture de ton incision cornéenne. 2. Tu travailleras la reproductibilité de ton geste. 3. Tu auras des instruments et un implant intraoculaire adapté à la taille de ta micro-incision. 4. Tu resteras vigilant sur le respect de l'incision pendant l'intervention. 5. Tu apporteras un soin particulier au contrôle de l'étanchéité post-opératoire immédiate, premier rempart contre l'endophtalmie. Le respect de ces 5 commandements te feront apprécier jour après jour la phacoémulsification en micro-incision et ses nombreux avantages. Voilà,
Voilà, je voudrais encore insister sur l'hydratation des berges en fin d'intervention qui va améliorer l'auto-étanchéité de votre œil, premier rempart contre l'endophtalmie. En conclusion, je dirais que l'incision cornéenne, c'est un peu l'équivalent des fondations pour une construction. Et je vous incite à parfaitement maîtriser cette architecture, sinon les conséquences pourraient être visibles sur le très long terme. Je vous remercie pour votre attention.